Salut Nessa, on s'est rencontrés il y a maintenant 2-3 jours. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens qui vont voir la vidéo? Ok, alors je m'appelle Aurélien, c'est mon vrai prénom, mais comme pour les Thaïlandais, il est très très difficile à prononcer. Mon surnom c'est Nesta. J'ai 31 ans en fait. Et je viens du 93, pur produit du 9-3. Je te présente. Exactement, wesh ma gueule. Je suis en Thaïlande depuis 2 ans et 2 mois à peu près. J'ai fait pas mal de trucs avant d'en arriver où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée-collège, parce qu'en Thaïlande, ça réunit un peu les deux. Et j'enseigne principalement l'anglais et j'aide pour le programme de français, parce que français, cocorico. C'est facile. Ouais, et puis la fierté de voir des gens parler français, de s'intéresser au français. Ouais, et puis comme tu as pu rencontrer certains élèves, il y en a vraiment, ils te donnent de la fierté à chaque fois qu'ils... Et ils aiment ça en Ouais, plus. ouais, ça leur plaît. Et puis ils ont cette attirance envers notre pays, qui est quand même un pays qui a un côté très célèbre, puisque c'est quand même le pays avec la ville la plus visitée au monde. Dans un pays touristique comme la Thaïlande, forcément, c'est une destination pour eux. Ils se disent, les Français, ils viennent ici, nous on voit Paris, la Tour Eiffel, Nice, Marseille, les grandes villes, ça les intéresse. Et aussi les petits endroits comme la Haute-Savoie, là, ils ont des petits endroits comme ça, Bordeaux, la côte bretonne, qui les intéressent. Donc voilà. Quels sont tes objectifs éducatifs et pédagogiques au sein de l'établissement? Alors dans un premier temps, c'est d'améliorer leur conversation. Pour moi, la conversation, avant de savoir lire et écrire, la conversation, c'est ce qui est primordial, parce que c'est ce qui va te donner des valises pour l'avenir. Parce que le fait de pouvoir communiquer avec les gens, ça t'ouvre des portes. Quand bien même t'as pas d'expérience dans la vie, etc. Si tu peux déjà communiquer avec les gens, ça t'ouvre beaucoup de portes. Donc moi, je veux les améliorer sur ça, parce qu'en Thaïlande, malheureusement, comme la plupart des établissements scolaires dans le monde, on fait que du scolaire. C'est carré et c'est chiant. Voilà. Donc moi, j'essaye de, tout en leur donnant envie à tous, pas juste à un, parce qu'on a quand même 40 élèves par classe, donc c'est pas facile à gérer, j'essaye de leur donner à tous l'envie de communiquer. Voilà. C'est mon objectif, c'est que tous arrivent à communiquer dans une autre langue que la leur. Après, j'ai d'autres petits... D'autres objectifs? Ouais, j'aimerais mettre en place une activité théâtre pour l'année prochaine, avec les langues aussi, mais vraiment il y en a certains qui sont vraiment très bons. Et il y en a d'autres qui savent vraiment pas, qui ont été trop bridés et qui veulent pas sortir des sentiers battus. Et j'ai envie de les bousculer un peu pour leur dire, voilà, des fois dans la vie, le théâtre c'est important dans la vie. Parce que malheureusement, face à certaines personnes, t'as envie de pas être content et t'as envie de dire pourquoi t'es pas content, mais tu peux pas. Donc faut apprendre aussi à canaliser ses émotions, pour pouvoir avancer le mieux possible dans la vie. D'accord. Ça fait pas mal de boulot ça, du coup. Oui. Quelles sont les difficultés que tu rencontres avec tes élèves? Alors, avec mes élèves, la première chose quand tu arrives en Thaïlande, c'est que tu es étranger, tu es quelque chose de nouveau, différent. Donc la plupart des élèves, ils vont te tester. Est-ce que tu marches comme les profs thaïlandais? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que je peux faire en classe que tu acceptes et que tu n'acceptes pas? Voilà. Donc le premier pas avec eux est quand même très très compliqué. Pour moi, j'ai cette facilité par rapport à l'apprentissage du langage. Donc comme je peux parler avec eux en thaï, écrire un petit peu et lire un petit peu, ça casse tout de suite une des barrières qu'ils ont. Donc ils se disent déjà on peut pas lui mettre à l'envers en thaïlandais. Parce que mes amis thaïlandais ils m'ont appris tous les gros mots. Donc n'importe quel gros mot qui sort de leur bouche, je peux le comprendre. Donc déjà ça ils le comprennent assez vite et il y a des limites qu'ils franchiront pas avec moi, qu'ils vont franchir avec d'autres étrangers. Qui maîtrisent pas forcément la langue et du coup qui maîtrisent pas du tout la langue. Pas du tout. Ouais. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent enseigner l'anglais et qui apprennent le minimum, mais pour eux, ils se disent ça les aide pas si je leur parle en thaï. En soi, c'est pas faux, parce que les élèves, si tu veux leur apprendre l'anglais, il faut leur parler en anglais. Mais quand ils comprennent pas, qu'est-ce que tu fais?
Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Quand un élève il comprend pas, tu dois être capable de lui expliquer. Et pour lui expliquer, il faut parler taille. Pour beaucoup d'entre eux, quand ils sortent des programmes d'anglais intensifs, etc., à 12 ans, ils parlent anglais comme moi, donc c'est pas compliqué, tu peux que leur parler en anglais, ils comprennent tout. Mais quand tu arrives moi j'ai des générales, et clairement, la plupart d'entre eux ne sont pas capables de communiquer. Comme tu as pu voir, leur anglais est très, très, très basique à l'oral, alors qu'à l'écrit, ils sont meilleurs que toi et moi. Enfin, clairement, les verbes irréguliers, la grammaire, c'est parfait. Mais à l'oral, c'est pas ça. Du coup, la même question, quelles sont les difficultés que tu rencontres avec tes collègues enseignants, que ce soit des collègues qui sont des collègues thaïs ou des collègues étrangers? Alors, les collègues étrangers, le fait que je trouve qu'ils ne s'intègrent pas assez. Ils restent entre eux, ils font pas d'efforts sur le thaïlandais, c'est un peu marche ou crève, si tu veux. Donc forcément, comme je te disais, il y a 40 élèves. Sur les 40 élèves, quand tu fais du marche ou crève, tu en as beaucoup qui vont être laissés pour compte. Et moi, ça me gêne. Moi, c'est vraiment mon objectif principal, c'est de m'occuper de tous. Ouais, qu'il n'y en ait pas qui soient mis de côté parce qu'ils ont plus de difficultés. Au Quand contraire, bien c'est même- limite ceux-là qu'il faut plus... Quand bien même il y en a qui, tu sais d'avance, qui seront fermiers et qu'ils n'ont pas besoin de connaître le théorème de Pythagore ou d'avoir un anglais parfait parce que les vaches et les cochons ils parlent pas anglais. On essaye de leur ouvrir l'esprit, de se dire que c'est pas seulement ok tu vas devenir fermier, mais tu sais pas comment sera demain. Donc c'est quand même important de t'ouvrir un minimum. Et si un jour tu veux plus être fermier et que tu sais parler anglais, tu peux toujours te réorienter plus tard. Alors que pour quelqu'un qui sort de l'école sans avoir rien vraiment appris et qui devient fermier, tu peux être sûr qu'il restera fermier toute sa vie. Ouais. Quand bien même il aspire à autre chose ou il a envie de changer de vie, et il deviendra fermier. Donc voilà, j'essaye de leur montrer qu'on peut apprendre aussi sans forcément les choses viennent d'un livre ou soient carrées. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre tous les jours. On n'a pas besoin d'être dans une école, sur une table pour apprendre quelque chose. Okay. Et pour moi, c'est un des gros problèmes qu'ont les profs en Thaïlande, c'est que pour eux, l'apprentissage se fait dans la classe et avec les devoirs à la maison. Ouais. Et comme beaucoup d'entre eux sont un peu, on va dire, cool, il y a beaucoup de devoirs à la maison. Et à 80% des élèves, ils vont les copier, parce qu'il y en a trop. Donc c'est inutile. C'est juste une perte de temps. Et pareil, toujours avoir cet objectif de se baser sur des examens qui sont faits par on sait qui, on ne sait quoi, mais qui au final te donnent rien. Enfin, c'est bien beau de sortir avec le bac et de connaître le théorème de Pythagore, mais pour faire quoi? Il y a l'orientation des élèves, aussi bien en France qu'en Thaïlande, je la trouve pas suffisante. Parce que les élèves, quand ils sortent de primaire, ils ont les bases. Après les bases, il faut se baser sur qu'est-ce qu'ils ont envie, eux. Sauf que nous, on les dégoûte d'abord, et après on leur dit qu'est-ce que tu veux. Je sais pas. Ils sont dégoûtés. Donc c'est aussi un gros problème, on n'écoute pas assez les élèves. Et ça, c'est partout. Et comme en Thaïlande, il y a vraiment une différence de niveau social entre le professeur et l'élève, il y a un grand respect qui se fait, donc le professeur n'a pas du tout à écouter l'élève. Il y en a qui le font, mais la plupart d'entre eux le font pas. Et pareil, ils ont tendance à avoir le coup de bâton facile, parce qu'ils le peuvent ici. Des fois, c'est justifié, mais des fois, c'est pas justifié, comme on en parlait l'autre fois. Quand ils comprennent pas ou qu'ils posent une question, ils se prennent un coup de bâton, parce que ça fait perdre du temps à la classe. Et c'est pas une méthode qui fonctionne, parce qu'après, les élèves, ils osent plus dire qu'ils comprennent pas et ils sont complètement largués. Et puis du coup, ça creuse encore plus le décalage avec les élèves qui arrivent à suivre et ceux qui sont... Exactement. Du coup, là, quelles sont les difficultés que tu rencontres ce coup-ci avec les établissements, le chef d'établissement, ou voire même d'autres établissements, si tu travailles avec d'autres établissements? Alors, les chefs d'établissement, c'est ce qui est bien en Thaïlande, c'est qu'ils sont relativement libres. Ici, il n'y a pas d'éducation nationale qui vient t'embêter, pour rester poli, à faire ci, à faire ça. Ils ont juste des tests nationaux que les élèves doivent passer. Après ça, ils sont très libres sur leur façon de gérer leur établissement. Par exemple, dans notre établissement, on a beaucoup de chance. Le directeur est quelqu'un de très ouvert.
il apprécie vraiment le programme des langues et il se rend compte à quel point c'est important de leur donner l'opportunité de pouvoir communiquer. On ne parle pas de grammaire et d'orthographe, on parle vraiment de communication. Et on a des élèves qui sortent des programmes d'anglais, clairement leur anglais, moi c'est des classes que je ne pourrais pas m'occuper, c'est sûr. Mon anglais n'est pas assez bon pour eux et il ne sera jamais assez bon pour eux. Je pourrais travailler encore 10 ans, non. Donc là oui, c'est intéressant d'avoir des anglais et des gens qui parlent vraiment très bon anglais et qui n'ont pas besoin de comprendre le thaïlandais puisque ces élèves-là, ils sont déjà bilingues. Il aime beaucoup ces programmes-là. Il fait en sorte qu'il y ait des étrangers dans l'école, il lève des fonds pour avoir des camps, pour pouvoir aller à droite, à gauche et faire des trucs spéciaux avec les camps d'anglais. Il s'investit vraiment dans ça. Et une deuxième chose, ces derniers temps, il a remarqué 2-3 trucs qui lui plaisaient pas trop, comme les devoirs à la maison. C'est remonté jusqu'à ses oreilles et il a demandé au professeur de donner beaucoup moins de devoirs à la maison parce que c'était trop. Il estime qu'un enfant, après cours, il devrait aller maximum 30-40 minutes, pas plus. À la différence de chez nous, en Thaïlande, les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils vont aider les parents dans les champs, au restaurant, là où les parents travaillent. Ils vont les aider, et c'est normal, ils vont faire le ménage, quand bien même ils ont 8 ans, ils vont faire, bon, ils ne passent pas trop ici, mais ils vont participer à la maison activement parce qu'ils sont très responsables dès le plus jeune âge. Ouais, du coup, ça leur laisse moins de temps pour faire les devoirs, comme en France où une fois qu'ils rentrent, ils n'ont pas ces choses-là à faire. Après, moi, comme je leur dis, les seules personnes légitimes à dire qu'on a trop de devoirs, c'est les élèves. Et c'est à eux aussi de s'assembler entre eux et d'aller voir leur professeur pour leur dire « Excusez-nous, professeur, mais on a trop de devoirs. La plupart d'entre nous ne peuvent pas les faire, ils sont obligés de les copier. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ça veut dire qu'il y en a 5-6 dans la classe qui vont les faire et les autres vont juste copier dessus. Donc c'est juste une perte de temps. » Quelles sont les 3 grosses différences que tu as pu remarquer en venant en Thaïlande et en exerçant en Thaïlande entre la Thaïlande et la France? Alors déjà d'un point de vue vie quotidienne, tradition, ça, et ensuite on verra pour le côté éducatif. Alors le premier point que je vais aborder, c'est le travail. Parce que d'un point de vue touristique, quand on vient en Thaïlande, on a l'impression que les Thaïlandais, c'est des gens très feignants, qui bossent le moins possible. Mais en fait, c'est tout le contraire. Les Thaïlandais, ils sont tout le temps au travail. Du lundi au dimanche. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. De 7h du matin jusqu'à 8h du soir. Donc forcément, ils travaillent énormément. Donc, ils le font beaucoup plus zen. Sur une heure de travail, je te prends un exemple, tu es réceptionniste dans un hôtel, il est 2h de l'après-midi, tous tes check-ins sont arrivés, tous tes check-out sont partis, tu n'as plus vraiment rien à gérer, tes papiers sont faits, etc. Tu te mets un film sur l'ordinateur et tu t'allonges et tu regardes ton film en attendant qu'il y ait un client au cas où qui vienne. Nous, les Européens, quand on voit ça, on se dit mais sérieux lui? Il n'y a rien à faire lui. Alors qu'en fait, bah non, il est payé sur une tranche horaire incroyable. Il travaille en moyenne 10-12 heures par jour, 7 jours sur 7. Pas de vacances, pas de week-end, à part les jours spéciaux, clairement, il faut travailler 30 jours d'affilée pour obtenir 4 jours de repos. Donc, voilà. J'ai envie de dire, quand les gens viennent, qu'ils réfléchissent un peu avant de dire que les Thaïlandais sont feignants. Parce que c'est vraiment des gros travailleurs et tous. Ils attendent la dernière minute pour faire les choses. Ils procrastinent beaucoup. Ça, c'est vraiment le truc en Thaïlande. Tout remettre à demain. Par contre, quand t'as plus de main, ils se bougent le cul et c'est impressionnant de les voir travailler parce que quand il faut mettre un coup de fouet, t'as un coup de fouet. Voilà, donc ça, le premier point, c'est le travail. Après, deuxième point, je dirais la vie en général, le bonheur des gens. La plupart des gens ici n'ont pas d'argent, ils sont toujours en galère. Dire ce qui est, ils gagnent un salaire minable, donc ils n'ont jamais d'argent. La plupart du temps, les Thaïs, quand tu leur demandes est-ce que ça va, ils te disent non, j'ai pas d'argent. Voilà. Parce que c'est vrai que pour eux, ils se disent, voir tous ces touristes qui débarquent avec plein de fric, et qu'eux ils bossent dur et qu'ils ne pourront jamais se payer un voyage à l'étranger, c'est quand même dur. Malgré ça, ils sont heureux. C'est beaucoup plus facile de se nourrir,
de se loger, de faire la fête avec les amis, tout est beaucoup plus accessible. Donc, je dirais, voilà, à toi de choisir. Tu veux une vie d'argent ou tu veux une vie de bonheur? Ouais. Si tu préfères le bonheur, ouais, la Thaïlande peut montrer l'exemple là-dessus. D'accord. Et le troisième point, la différence, je dirais la tolérance. La tolérance. C'est un mot qu'on a oublié depuis que Sarkozy a mis des degrés à la tolérance et dit que maintenant c'est tolérance zéro. On a oublié le vrai sens de tolérance. Et ici, les gens sont tolérants. Tolérants envers les homosexuels, tolérants envers les transsexuels, les ladyboys, tolérants entre... vraiment, plein de choses. Ils peuvent tolérer que des fois tu fais quelque chose de mal, à partir du moment où tu te rattrapes derrière, tu assumes les conséquences. Voilà, ouais, ils sont beaucoup plus tolérants. On se sent plus dans les pays des droits de l'homme en Thaïlande, malgré le fait qu'on soit géré par une junte militaire et un coup d'État en 2014. On se sent plus libre en Thaïlande qu'on peut l'être en France, aujourd'hui en tout cas. Ouais, surtout en ce moment. Ok. Et donc ça c'est les différences sur la vie de tous les jours, donc la vie que toi tu as maintenant depuis 2 ans en Thaïlande. Quelles sont les différences maintenant que tu as pu observer dans le milieu éducatif et sur l'enseignement en général comparé à ce que tu connaissais en France? Premier point, l'éducation nationale. En Thaïlande, il n'y a pas de contrôle de l'éducation nationale. Il y a un ministère de l'éducation nationale qui essaye de faire des choses pour... mais ils ne sont absolument pas habilités à venir voir les professeurs, que font les professeurs, qu'est-ce qu'ils enseignent les professeurs. Tout est une question de résultats. À partir du moment où ton école obtient des résultats satisfaisants au niveau gouvernemental, il n'y a aucune raison de venir voir ce qui se passe dans ton établissement. Ça, c'est le premier point. Si les professeurs chez nous étaient beaucoup plus libres, si l'éducation nationale laissait la possibilité aux enseignants de mettre leur propre méthode de travail, puisqu'on a tous des méthodes différentes. Je ne peux pas dire que la mienne c'est la bonne ou celle du voisin c'est la bonne. On a tous des méthodes, c'est ta méthode qui est la bonne. Si tu utilises la méthode de quelqu'un d'autre ou des livres c'est déjà pas bon. Parce qu'on t'oblige à suivre un chemin qui forcément, moi personnellement, quand on me dit faut suivre le livre pour cette leçon-là, eh ben, les enfants ils le ressentent, que je suis pas bien. Par contre, si on me dit voilà, faut suivre les topics du livre, bah, je prends le topic et je le fais à ma sauce. Et là, ouais, là je peux m'épanouir. Et c'est ce qu'on devrait plus laisser de liberté aux professeurs en France. Ensuite, le respect. Deuxième point, le respect. En Thaïlande, tout le monde, mais je te dis bien tout le monde, a un respect incroyable pour les professeurs. Les élèves, les parents, le gouvernement, tout le monde a de l'estime pour les professeurs. En France, plus personne n'en a. Ça doit être quelque chose de primordial en France de rendre l'estime aux professeurs. Les professeurs, c'est peut-être les membres les plus importants du système, puisque c'est eux qui préparent les enfants à l'avenir. Donc si on leur montrait plus de respect et d'estime, je pense que leur travail serait bien mieux, et pour toutes les raisons. Quand les professeurs décident de faire grève, on ne doit pas râler, on doit être derrière eux. Après, je ne dis pas qu'en France, ils ont des bonnes raisons. Souvent, avec le temps, c'est devenu des raisons un peu ridicules. Mais quand ils ont des bonnes raisons de dire non, stop, il faut les écouter, il faut marcher avec eux. Quand les professeurs ils parlent de problèmes par rapport à un élève, pareil, il faut les écouter, il faut marcher avec eux. Je ne dis pas qu'ils ont forcément raison, mais c'est eux les plus aptes à voir les problèmes venant d'un élève. Parce que les parents, ils les voient le matin, ils les voient le soir, mais ils ne les voient pas avec les autres. Il y a beaucoup de comportements que tu rates à la maison et que tu ne peux pas savoir. Et pour moi, c'est le rôle des professeurs d'informer les parents, voilà, bon, votre enfant, ceci, cela, mais pas dans le sens négatif. Il y a des professeurs en France, ils vont dire votre enfant, il est stupide, ou votre enfant, il est fini au pipi, ou enfin voilà. Ils vont vraiment avoir des phrases blessantes, même envers les enfants, qu'il faut jamais avoir. Je dis jamais à un enfant qu'il a tort. Je dis jamais à un enfant qu'il a faux. Je dis ok, mais moi, ou dans la langue française, ou en anglais, on dit plutôt. Je vais utiliser des phrases qui les met jamais en tort. Donc ils ne se sentent pas agressés en mode oh ok, ça ne veut pas dire que j'avais tort, mais vaut mieux que je le dise comme ça. Donc ils sont plus à l'écoute, parce qu'ils se sentent plus écoutés déjà, et on les bride pas tout de suite. En France, on n'a plus le droit de les frapper. C'est peut-être un tort
parce qu'il y a des élèves qui méritent un petit coup de bâton de temps en temps pour rester carrés, mais on les détruit psychologiquement. En France, avant que tu arrives au lycée, on te fait comprendre que tu es une merde et que tu n'arriveras à rien. C'est pour ça qu'il y a autant de suicides chez nous. Et ici, en Thaïlande, il y a des enfants aussi pour qui la pression est très dure. Les familles, etc. Il y en a très peu qu'on arrive jusqu'au suicide. Parce que quand les familles sont vraiment pourries, les professeurs vont prendre le relais. L'exemple d'une des collégiennes qu'on a, dont sa famille, ça va pas du tout. Ils lui ont quand même, ils lui administrent des médicaments. C'est un professeur qui paye de sa poche les médicaments antidépresseurs pour détruire les mauvaises idées. Malheureusement, en psychologie, ils sont pas très bons non plus. Mais c'est le geste qui compte. Je pense que nous, voilà, on a créé des frontières partout et on a isolé tout le monde. Donc, s'il faut vraiment régler un point, ce point-là est très important. L'estime, le respect des professeurs. La plupart des professeurs méritent l'estime et le respect de tout le monde. La plupart. Après, s'ils ne le méritent pas, on dégage. Ouais, ok. Dernière question. Si tu pouvais demander quelque chose à des enseignants qui sont en France, ou des établissements qui sont en France, quelle serait la demande? Alors, j'aimerais mettre en place un programme d'échange et de correspondance, aussi bien en anglais qu'en français, avec les élèves, parce que ça leur donnerait une motivation supplémentaire. Pas forcément aux Thaïlandais, je pense aux Français aussi. Surtout qu'aujourd'hui, la France et la Thaïlande sont deux pays qui sont de plus en plus connectés de par le tourisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont été en Thaïlande, il y a beaucoup de Français qui projettent d'aller en Thaïlande, il y a beaucoup de Français qui rêvent d'aller en Thaïlande. Ça marche dans les deux sens. Donc si on ouvre la communication et la correspondance, on n'a pas besoin de passer par le gouvernement pour trouver des accords. Je pense que tout le monde peut s'y mettre et se rouvrir sur le pays. Et ça marcherait dans les deux sens. Je pense on a beaucoup à apprendre de la Thaïlande. Comme il y a beaucoup de choses où on peut leur montrer qu'ils peuvent évoluer. Ça marche dans les deux sens. Mais après, sur l'éducation, malheureusement, c'est un problème mondial. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens au niveau mondial qui se posent et qui se disent qu'il faut révolutionner l'éducation au niveau mondial. C'est pas au niveau pays ou régional ou départemental. On pourra faire une école qui fera des super trucs, etc. Mais elle sera toujours mise à l'écart si on ne le montre pas. Et il y a des écoles, en Thaïlande, c'est possible de créer sa propre école et de faire ce que tu veux. À partir du moment où tu as des résultats derrière. Donc, tout du bois. Si je peux, ouais, j'aimerais monter ma propre école. D'accord. Après la primaire. Donc, ça veut dire que pour moi, aller jusqu'en primaire à l'école, c'est important, ça te donne toutes les bases. Écrit, lecture, communication, la sociabilité, les mathématiques, les trucs simples, l'histoire la plus importante, etc. Tu l'apprends en primaire, donc la primaire ça marche. Tu peux peut-être rendre ça un peu plus ludique, un peu plus intéressant, mais ça marche. Après la primaire, j'aimerais créer un système d'école qui donne cette possibilité aux élèves de choisir vraiment ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Oui, de partir de leurs envies, de leur motivation pour les faire travailler ce dont ils auront besoin plus tard en fait. Par exemple, quelqu'un qui adore le sport et qui veut faire du sport, tu peux le mettre dans un programme sportif où principalement il aura du sport et des préparations sportives. Et en dehors de ça, avec ses coachs sportifs, il aura des cours de biologie, mais ce ne sera pas dit comme des cours de biologie. Il ne sera pas en classe derrière un bureau. Non. Ils seront dans un exemple, ça veut dire ils vont prendre quelqu'un en train de courir et de montrer comment fonctionne le corps, quel apport en eau, en sucre, en protéines on a besoin. Et pour moi, ça va beaucoup plus les intéresser. Ils seront beaucoup plus impliqués en se disant j'apprends pas, je suis dans le sport. Alors que pourtant on leur donne des cours de mécanique, de biologie, il y a plein de choses qui peuvent passer par le biais d'un seul exercice entre guillemets. Voilà, c'est le fait d'apprendre le monde, mais sans être vraiment à l'école. Par exemple, pour les salles de classe, mettre des salles en situation. Pour les gens qui veulent travailler dans un bar ou un restaurant, la salle de classe, ce sera un bar.
La salle de classe, ce sera un restaurant avec un serveur, un cuisinier, et ça marchera comme un vrai restaurant avec des clients qui viennent commander et ça te met vraiment dans cette situation. Et nous, on est là pour leur enseigner. Donc voilà, alors quelqu'un sera là en cuisine pour leur enseigner la cuisine, quelqu'un sera là en salle pour leur enseigner comment on sert correctement, quelle attitude à avoir face à des gens qui ne sont pas forcément des bons clients, mais bon, voilà. Donc, on peut les préparer à plein de choses. Et l'avantage, c'est que les langues seront incluses dans chaque programme. À un moment donné ou un autre, tu seras obligé d'apprendre une langue parce qu'on va t'expliquer quelque chose en anglais. Parce qu'on va t'expliquer, donc tu peux choisir quelle langue sera ton cours, mais il y aura des cours qui seront dans certaines langues, comme les cours de cuisine, en anglais ou en français. Mais je sais que c'est pas quelque chose de difficile et les élèves, ça les dérange pas d'apprendre la cuisine en anglais ou en français. C'est visuel la cuisine. Donc non seulement tu enregistres, mais c'est facile à comprendre. Donc clairement, je te dis, tu coupes et je te le montre. C'est universel. Je pourrais être muet que tu comprendrais ce que je fais. Donc voilà, cette école de mise en situation pour vraiment les perfectionner dans le domaine qui les intéresse. Et pouvoir faire peut-être à 16, 17, 18 ans, ils sont tout jeunes diplômés et ils ont déjà une expérience, ils ont déjà du bagou comme on dit, et ils peuvent même ouvrir leur propre restaurant. Parce qu'on leur aura fait un cours de business sur comment ouvrir son business. Et n'importe lequel d'entre eux pourra choisir. Est-ce qu'il a envie d'ouvrir? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut pas? Où est-ce qu'il peut travailler? Mais avec ce qu'on lui aura donné comme bagage, ça lui permettra de tout de suite trouver du travail quoi qu'il arrive. S'il a les moyens de s'ouvrir sa boîte, il pourra ouvrir sa boîte parce qu'il aura cette vision globale du business, il sait comment ça fonctionne, il a déjà travaillé, on l'a même fait passer dans tous les trucs, il a été serveur, barman et voilà, donc il peut ouvrir son restaurant le mec. Le but c'est ça. Et aujourd'hui en France, si on faisait un peu la même chose, au lieu de faire des écoles professionnelles comme on fait avec les rebuts qui font des BEP, machin, etc., si on laissait aux élèves la possibilité de choisir leur matière après la primaire, je pense qu'on allégerait beaucoup les programmes. Les profs seraient très heureux. Clairement, avoir des élèves en mathématiques qui sont là que pour les maths, c'est un bonheur. Ah, tu peux y aller, tu peux envoyer tout ce que tu veux, ils seront tous là, waouh, c'est génial. Pareil, à partir du moment où ils ont choisi, ce sera que du bonheur. Parce que les élèves en auront envie. Et on leur aura fait confiance en leur laissant le choix. Et je pense que ça apporte beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les élèves, on leur laisse pas le choix. Et les matières qu'ils n'aiment pas, clairement, ils s'en foutent. Ils ont la note minimale pour avoir le bac et c'est bon. Mais si on leur avait laissé le choix, peut-être que tout le monde aurait son baccalauréat, mention très bien. Parce que tout le monde était parti dans la matière qui vraiment choisissait. Après, il y a des choses, on va te dire, oui, mais c'est important de savoir ci, de savoir ça, jusqu'à la fin du lycée, d'apprendre des trucs qui sont importants. Personnellement, avec le recul, la plupart des gens, je pense que c'est pareil. La plupart des choses qu'on a appris au collège, lycée, si on s'en sert pas, les théorèmes, je vois avec les théorèmes de Thalès, Pythagore, la plupart des gens, calculer le périmètre d'un cercle ou calculer la circonférence, non. Ils vont aller sur internet, un site, rentrer les dimensions et tu as le calcul qui est fait pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on nous a facilité la tâche, donc on ne réfléchit plus par nous-mêmes. Donc tout ce qu'on a fait avant l'école, c'était inutile, la perte de temps. Si on t'avait préparé à être je sais pas, reporter, animateur autour du monde, tu vois ce que je veux dire? Tu aurais gagné plein de trucs, tu pourrais parler anglais, tu aurais peut-être le langage des signes aussi pour pouvoir parler avec tout le monde, c'est universel le langage des signes. Donc tu vois, il y a plein de choses où tu te dis pendant ces 20 dernières années, on aurait pu te préparer à encore mieux faire ton voyage. En même temps, il y a 20 ans, je ne savais pas que j'allais voyager. Ouais, parce qu'on t'a pas laissé le temps et la possibilité de réfléchir à ça. C'est le problème. On n'y pense pas. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que je serai? Et les conseillers d'orientation, il y en a des très bons. Mais malheureusement, ils peuvent pas aller contre le système. Moi, clairement, on m'a dégoûté tout de suite. J'ai voulu être policier scientifique quand j'étais en 3e. On m'a dit non, policier scientifique, c'est chiant, tu fais que des papiers, t'es dans le bureau, tu bouges pas. Ça n'a aucun intérêt, laisse tomber, trouve autre chose.
Ok. Et si ce conseiller d'orientation avait un peu plus approfondi mes demandes, mes recherches, etc., avec mon expérience que j'ai pu avoir en France, j'aurais peut-être fini médecin légiste. Parce que j'adore ça. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et quand j'ai eu la chance de voir 2 autopsies en vrai avec le médecin légiste, parce que j'ai été croque-mort, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, putain, c'est un truc de ouf ce métier-là quand même. Ça m'aurait bien plu. Et si on m'avait bien orienté, peut-être que j'aurais pu devenir médecin légiste. Mais encore une fois, c'est une question d'orientation. Je pense que on te saoule plus qu'autre chose et que la plupart des gens après le bac, quand bien même ils font des hautes études, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne leur a pas vraiment laissé le choix d'y réfléchir. Et c'est trop tard. Et donc il y a plein de gens qui finissent avec des bacs +5 et qui ne font pas ce qu'ils veulent. Et il y a plein de gens qui finissent, ils n'ont même pas le bac et ils ne trouvent pas de boulot parce qu'ils n'ont pas le bac. Alors que c'est des menuisiers hors pair qui méritent d'avoir au moins 6-7 000 euros par mois. Et voilà, le système est à revoir complètement. Vraiment. Eh ben, il y a du taf, hein. Ouais, il y a du taf. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour. Il n'y a pas de quoi, tout merci ça. de nous avoir rendu visite. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un plaisir. Au plaisir, Étienne.